Maintenant, j'ai le grand plaisir d'accueillir Aaron Katchouk, qui est titulaire d'un doctorat de l'université de Princeton, qui a été fellow au Trinity College à Cambridge et qui, depuis 2021, est titulaire de la chaire de latin à l'université de Louvain, donc c'est mon alma mater, donc je suis particulièrement ému d'accueillir le nouveau professeur de latin de Louvain, spécialiste de littérature latine et comparatiste de formation. Sa publication récente comprend une monographie aux presses universitaires d'Oxford sur la sphère solitaire à l'âge de Virgile, ainsi que des articles sur la poésie d'anniversaire, les satires de Perse et l'Ars Poetica d'Horace. Il travaille actuellement, entre autres, à un livre sur la théologie implicite à l'âge de Virgile, un projet de collaboration avec un autre ami, Renaud Gagné, de l'Université de Cambridge sur la cosmographie, la représentation de l'espace total, et enfin un commentaire des satires de Perse, le poète, dit-il, le plus solitaire de Rome, aux presses universitaires de Cambridge. Il va nous parler du poète préféré de Florence, de son aveu même ce matin, donc d'Horace, avec un très beau titre, Quid Velint Flores. Merci beaucoup à tout le monde, chers collègues. C'est un grand plaisir, un grand honneur d'être ici. Et ce n'est pas sans appréhension que je vais m'exprimer, anser inter olores, tel une voix parmi des signes harmonieux, sur un sujet que notre honoranda a rendu si vivant, et d'une manière paradoxale à la fois plus claire et plus énigmatique, les banquets entre la Grèce et Rome. Donc, au banquet d'idées que Florence Dupont nous a préparé, je souhaite donc apporter ce petit dessert. Horace est un poète convivial, mais pas dans le sens habituel du terme convivial, sympathique, sociable, charmant, clubbable, on dirait chez les Anglais. Non, Horace est un poète convivial dans un sens très romain, très latin. Son œuvre, du début à la fin, est structurée par le convivium, le banquet romain qui s'étale de la cena, où on mange et on boit, à la commissatio, où on continue à boire, et aux lucubrations littéraires qui, pour certains, s'en suivent. On pense à Socrate qui part tout seul du symposium du banquet de Platon. Le convivium est pour Horace un palais des glaces de l'identité et de l'altérité. Dire convivium chez Horace revient toujours à déjà penser et nier le symposium grec. Par le convivium, Horace affronte, confond et sublimise ce que Florence Dupont a si justement appelé l'altérité incluse du graecus raitus de la poésie latine. Manger, boire, penser et chanter à la grecque. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une invitation implicite de l'histoire littéraire du Rome, et lier même plus étroitement encore ce que Florence Dupont décrit comme le banquet augustéen et le banquet d'Horace. Notre champ d'exploration sera donc le convivium comme structure, comme cadre de la poésie d'Horace. Nous retracerons l'évolution du convivium d'une affaire privée, d'une métaphore philosophique dans le satire, vers quelque chose de plus solitaire, de plus impérial même, et plus cosmique dans les odes, ancrant la victoire poétique d'Horace dans le calendrier rituel et dans le paysage du Rome, qui est au centre de ce livre que je suis en train d'écrire sur le rite et la poésie à Rome. Horace nous invite donc et invite tout l'espace et les temps romains à festoyer chez lui au banquet du poète. Le moment est propice à une telle recherche vu la profusion des études sur la culture de la fête dans l'Antiquité gréco-romaine et surtout des études qui font tomber les murs entre le symposium grec et le convivium romain à cause de recherches plus ciblées sur l'âge hellénistique qui les réunit de plus en plus. Aujourd'hui, nous poserons la question suivante. Comment les poètes latins, et Horace en particulier, ont-ils mis en scène la littérature comme un banquet, la poésie en tant que convivium ? On ne va pas se demander comment les Romains cuisaient le monde, mais comment un Romain, notre Horace, a essayé de faire quelque chose de non moins ambitieux, festoyer le monde et inviter le monde à banqueter chez lui en l'honneur d'Auguste. Dans le premier de ses recueils de poèmes, les satires, Horace déploie une conversation intime avec Mécène. Quo fit Maecenas? Comment ça se fait, Mécène? Demande Horace, que personne ne vive satisfait, contentus vivat, mais fasse l'éloge des activités d'autrui. Plus loin, Horace expliquera que c'est son père qui lui a appris à vivre dans le contentement. Contentus, vivre. Le premier poème se termine
par un test permettant d'évaluer le contentement du soi. On doit être capable de mourir sans temps écoulé, content de la vie, contentus via, comme si on était un conviva satur, un convive bien rassasié lors du convivium. Puis Horace conclut qu'il en a dit assez satis. Le poète sait quitter son poème comme le convive idéal, qui sait lui aussi quitter le convivium, et comme l'homme qui sait quitter l'homme idéal, sait quitter la vie, satisfait. Cette triple chaîne, poème, vie, convivium, nous chatouille d'emblée l'oreille dès le début du poème, par un jeu étymologique typique d'Horace. Cato l'Ancien se moquait jadis du symposium grec, qui signifie littéralement boire ensemble, symposium. Combien plus sages sont nos Romains avec leur convivium, leur vivre ensemble. Mais une autre étymologie implicite chez Horace, l'homme qui contentus vivat, vit dans le contentement au début du poème, est prêt à se montrer comme bon convivant à la fin. Le jeu de mots poursuit. Les bons convivants est satur à la fin, rassasié, satiété. Ici, à la fin de sa première satire, Horace inverse l'étymologie que Varron avait proposée pour satura, le lynx satura, une saucisse farcie prête à éclater. Or, le bon convive horacien, le bon poète, préfère Callimaque à sa mince muse, à Antimaque à sa grosse idée. D'où la fin du poème Iam satis est, j'en ai déjà dit assez. Une grande partie des satires présentent Horace comme le bon convictor. Littéralement, c'est celui qui mange avec un autre. Mais le bon convictor est celui aussi qui est content de manger tout seul, chez Horace. Ainsi, dans le 6e satire, Horace peint sa journée idéale. Il mange seul, un joyeux monopasiaste entièrement vivante, contrairement au monopasiaste mort étudié par Catherine Dunbabine. Contrairement aux parasites avides et aux parvenus les rastignacs du monde urbain des satires, ce sont les puissants comme Mécène et dont ses épistulae Auguste qui arrachent Horace à l'obscurité insatisfaite. À la fin du 12e livre de satire d'Horace, le convivat satisfait se retrouve mis à l'épreuve lors d'un convivium chez Nasidienus, un arriviste ambitieux. Mécène ici assiste à cette parodie d'un convivium, également une parodie de son dialogue littéraire, son symposium, où Virgile, Horace et l'homme politique Messala Corvinus figuraient parmi les convives. La canne chez Nasidienus et le symposium du Mécène voient à travers un miroir noir. Le banquet se déroule dans un triclinium, l'espace traditionnel du convivium. Là, 3 divins à 3 places, lecti entourent une table centrale, le 4e côté étant ouvert pour le service. Ce poème d'Horace est le seul texte conservé que nous donne les noms et les positions exactes de chaque invité à un convivium de l'idéal de 9 personnes. Alors même que le plan du table du Nasidienus, avec toutes ses règles détaillées, effraie ce qu'un Baldassare Castiglione de la Rome antique aurait ordonné. La grossièreté, l'impolitesse du Nasidienus apparaît clairement dans ses explications trop profuses. Tel un Lucrèce du repas, il explique la nature et l'origine de chaque élément du repas. Je vais passer sur une partie qui explique comment l'expression du ab ovo ad malum, de l'œuf jusqu'aux pommes, figure comme structure de la poésie d'Horace, mais ce sera pour la version écrite. Pour l'instant, je note simplement que les invités se vengent de leur hôte bavarde. Ils les quittent au milieu d'une phrase. Ce faisant, les convives chez Nasidienus répondent au moins en partie au conseil de la première satire. Ils en ont assez, ils partent, même si leur départ est moins tranquille que celui de l'invité satisfait du premier poème. Je passe maintenant sur le fait que cela anticipe la fin de l'Ars Poetica d'Horace et du dernier livre des Épîtres, pour voir comment il représente dans la logique structurelle du 12e livre de satire lui-même un remaniement du festin idéal d'Horace dans ce livre. Comme nous l'avons dit, le premier livre de satire d'Horace avait déjà dépeint sa journée idéale. On dîne en solitude, puis on flâne dans l'anonymat. Dans le 12e livre de satire, Horace propose un autre convivium idéal. Noctes cenaeque deum, les nuits et les fêtes des dieux. Quel est ce dîner divin? Des haricots, lardons, légumes verts. Moi j'aime bien, mais ce n'est pas de la haute cuisine. Eric Auerbach aurait trouvé cela intéressant. C'est l'humble qui a rendu sublime, divin, avec cet archaïque deum por deum. La satirique devient épique. Hoc erat in votis. C'était ça, sa prière, commence le poème. Et voici, coincé dans la ville, Horace rêve encore, non sine votis, non sans prière.
D'une part, ces festins du rêve présentent certaines des caractéristiques qui distinguent le convivium et le festin hellénistique du symposium classique. Chacun peut boire précisément le mélange de vin et d'eau qu'il souhaite, au lieu d'être contraint de boire d'un cratère commun dicté par les règles insensées du symposiarque. On peut mélanger sa propre boisson ou commander le cocktail de l'esclave qui le sert. D'autre part, ces conviviums ne présentent aucune des hiérarchies sociales que nous associons au convivium romain. Ils se tiennent non pas dans un triclinium, avec son architecture différenciée du pouvoir, mais ante larem, devant le lard de la maison, dans l'atrium. Son opposition aux règles insensées du symposium attaque implicitement Platon, qui, dans ses lois, recommande des lois sympathiques précisément réglementées. La demande de Platon a été reprise par toute une littérature antique sur le sujet. Horace le rejette. Et ce rejet est à l'origine de ses satires. Ergo sermo oritur. Cela signifie littéralement de cela naît la conversation philosophique ici. Mais sermon est aussi une autre façon d'intituler les satires d'Horace. Ainsi, la vignette d'Horace en rêve, sa prière, transforme ses conviviums en une scène primitive d'instruction, une histoire d'origine de ses livres satiriques. Passer des satires aux odes, c'est progresser au sein du convivium, de la kenna à la commissatio, du repas et de la conversation à la boisson et au chant. La poésie lyrique s'imagine par définition chanter avec une lyre, l'instrument idéal pour les réunions intimes, comme le viol de gambe de l'Europe de la Renaissance, et le mieux entendu en petites groupes, comme lors des conviviens. En effet, lorsqu'Horace définit pour la première fois dans le 6e poème des Odes ce qu'il ne crie pas, la poésie épique, il précise que ce qu'il écrit, c'est bien les conviviens, les banquets. Il n'a pas été remarqué cependant que le chant du convivium commence avec la première ode, en réponse directe à la dernière satire. Horace dédie ce poème à Mécène, s'adressant d'abord à lui sublimement en tant que descendant des rois, puis prosaïquement comme présidium, littéralement celui qui est assis avant ou au-dessus de quelqu'un d'autre. Ce qui suit est une anatomie de l'humanité, formellement un préamel, une liste de types de personnes qu'Horace ne pas. 7 ou 8 personnes sont mentionnées. Je ne vais pas lire toute cette anatomie. Les commentateurs notent souvent ici que tout comme il y a 9 muses, il y a 9 poètes lyriques canoniques, ce qui fait d'Horace le 10e. Et puis un article récent de Michael Sullivan souligne en outre que les 9 catégories de personnes présentes dans le poème représentent chacune un des 9 poètes lyriques. Mais il se passe ici quelque chose de plus fondamental, de plus spatial, de plus concret, si acceptons de le voir avec les yeux romains façonnés par la dernière satire d'Horace. Les 9 poètes lyriques, les 9 muses et l'anatomie de l'humanité de ces poèmes constituent la forme idéale d'un convivium. Que le soldat et le chasseur aillent ensemble ou non, pour un total de 7 ou 8 personnages, le poème est une anatomie de l'humanité. S'il y en a 8 et que Mécène est le 9e, alors Horace s'écrase précisément, qui me l'indique, un Mécène. Il sera enserré parmi les 9 poètes lyriques. Après l'échec du convivium qui clôturait le projet satirique d'Horace, où chacun des 9 invités traditionnels avait sa place à assigner, les Odes s'œuvrent donc sur un nouveau type de convivium à 9 personnes, les poètes Mécènes et l'idée de l'homme. On peut rajouter que le premier 9 poèmes du recueil lyrique de Horace présente les 9 maîtres principaux des odes. En anglais, il s'appelle le Parade Odes, qui présente les odes. Pour nous, ces 9 odes seraient bien sûr les maîtres au banquet, les 9 invités à cet banquet lyrique. Horace avons déjà vu que le premier livre des odes d'Horace, nous avons déjà vu que le premier ode s'ouvre sur les conviviats à la fois conceptuels et réels. Il se termine par des conviviats qui sont, pour reprendre les termes de mon travail, publics, privés et solitaires. L'avant-dernier poème du premier livre célèbre la mort de Cléopâtre par le bouverie de festin des danses en public, et le dernier le rejette dans ses banquets solitaires. Je vais passer sur ça pour nous permettre plus de temps à la fin. Pour résumer brièvement, les possibilités impériales de la fin du premier livre d'Odes d'Horace sont amplifiées par la conclusion des 3 livres des Odes publiés ensemble en 23 avant notre ère. L'un, à la fin,
Le convivium virtuel de sa première ode, son anatomie platonicienne, s'inscrit dans la réalité. J'érigeais un monument plus durable que le rien, dit Horace, un monument qui survivra à la pluie, au vent du nord déchaîné à Aquilo, mais aussi à l'innombrable séquence des années et à la fuite du temps. Nous sommes ici devant un chronotope, une présentation du temps et de saison. La présence d'Aquilo fait penser à la saison où la navigation est rendue dangereuse par les vents froids du nord, ou, comme l'auraient dit les Romains, les septentriones ou Arcturus, les constellations circumpolaires des ours, qui assistent également au début du IIIe livre. Selon Pline l'Ancien, Végès et d'autres, le lever d'Arcturus et la pluie qu'il annonce arrivent le jour avant les ides du septembre. Il y a un autre des bonnes raisons de penser que les ides du septembre en particulier sont dans l'esprit d'Horace. Le monument poétique d'Horace, dit-il, échappera à la séquence innombrable des années, aussi longtemps que les pontifes et la Vierge escaladeront le Capitole. Nous pouvons supposer qu'il pense au monument le plus important et le plus ancien de cette colline, le temple de Jupiter Optimus Maximus. L'anniversaire de la dédicace de ce temple par le premier consul de Rome, son dies natalis, était les ides de septembre. Pour fêter son anniversaire, un rituel essentiel au début de la République avait été le clavus annalis, un magistrat plantait un nouveau clou dans le mur du temple du Capitole pour enregistrer, selon Tite-Live, les numeros annorum, les nombres d'années. L'écho de la series honorum, la séquence innombrable des années d'Horace, ne pourrait pas être plus clair. À l'époque d'Horace, cette pratique avait été suspendue depuis des siècles, mais 2 décennies après la publication des Odes, Auguste allait la renouveler, mais dans le temple du Mars Ultor. Horace tise en rêve ce que le prince portera et imposera comme rite. Le monument d'Horace, de 3 livres, poésie, rivalise peut-être avec la pyramide de Gizeh, mais il inscrit également sa dédicace à l'anniversaire du plus grand temple de Rome, celui de Jupiter Optimus Maximus. Les poèmes précédents avaient déjà noté que maintenant qu'Horace a appris à vivre dans l'instant, content, sa félicité échappe aux mains de Jupiter. Si tel est le cas, ces poèmes rejoignent d'autres odes horaciennes qui prennent pour point d'ancrage des fêtes particulières. Ces fêtes comprennent le matronalien et, comme Florence Dupont l'explique si bien dans son livre, le neptunalien. Ici, couronné des lauriers d'Apollon augustéen devant toute l'Italie, du Capitole au temple de Libitina sur l'Escalin, des sources au vent au nord jusqu'au puits, Horace introduit le chant grec dans ce qu'il appelle Italos modos, la musique italienne. 2 décennies plus tôt, Cicéron avait cité la croyance du Cato l'Ancien dans la culture musicale du premier Romain, décrivant comme il jouait d'instruments à cordes devant le divin et leur dieu et le fait de magistrat. La référence au divin pulvinaria et au festin Epulis suggère surtout une occasion particulière, l'Epulum Iovis, qui a accompagné l'anniversaire du temple de Jupiter Optimus Maximus, le 13, les ides du septembre. Après d'avoir passé du convivium du premier poème à l'épulum de ce dernier poème, Horace se couronne lui-même en tant que lyrique immortel. C'est lui qui joue de la lyre le jour où les habitants de la République primitive jouaient de la lyre devant leurs dieux et leurs magistrats. Des magistrats, par exemple, comme le pontifex qui monte sur le Capitole avec la Vestale, qui ce jour-là offrait lui le 12e lot du Mola Salsa de l'année. Les poèmes d'Horace sont une fête sacrée pour tous, car lui, Horace, a été tous les hommes, ex humile potens. Ces chants grecs sur les mélodies italiennes sont une musique à laquelle tout le monde peut participer. Les poèmes d'Horace, en autres termes, sont un epulum iovis, mais mobile. Comme dirait Ernst Hemingway, Rome est une fête, c'est un movable feast, et surtout un epulum orati. Avec cette dédicace, cette phragis à la fin du recueil, les odes d'Horace prétendre partager un anniversaire avec le plus grand temple de Rome, la fondation de la République, ancrée dans les célébrations du 13 septembre. Rapidement. 10 ans plus tard, Horace publie son 4e et dernier livre des Odes. Il réunit ici l'anatomie conviviale de l'humanité de la première ode et l'université spatiale de l'Epulum qui concluait le 3e livre. Il prend les deux et le métastase métaphysiquement en un convivium universel de l'humanité, uni par l'omniprésence du César. Nous sommes ici devant une sorte de je vais pas gagner avec ces mots,
territorialisation, tout à fait, dont nous avons parlé ce matin. Je suis désolé, c'est un mot très difficile, hein, en effet. Tous les conviviens, qu'elles soient en triclinium ou antelarem, forment un réseau de foyers, un network of hearths, selon l'expression d'un chercheur en histoire de religion, Carbon, qui forment le grand Apulum Augusti. Le 5e poème du livre est une prière célébrant le retour d'Auguste d'Espagne. Même en l'absence du César, les Romains font une libation à Auguste à chaque fête, mélangeant son numen avec le propre lares, suggérant une scène conviviale semblable à celle du convivium idéal qu'Horace avait dépeint dans ses satires, dans l'Atrium Antelarem. Ici, Horace transforme en poésie ce que le Sénat avait offert à Auguste après Actium, selon Cassius Dion. Dans tous les banquets publics et privés, chacun devait lui offrir à Auguste une libation. C'est 12 siècles plus tard, mais voilà, je le ramène pour l'instant et on laisse à côté les questions historiques. Horace double déjà l'exigence. Matin et soir, dit Horace, nous prions Auguste, comme la Grèce qui se souvient du castor et du grand Hercule. Ici, les Romains d'Horace vénèrent Auguste en son absence comme le souvenir d'une mémoire grecque. Son pouvoir particulier, apporter des fêtes sans fin, longas ferias à l'Hespérie, la terre de l'Ouest. De plus, chaque fête est désormais liée à Auguste, même lorsqu'il est absent. Écrivant récemment sur le passage de l'âge du fer à la période classique, un chercheur, Van den Einde, a adapté une phrase de François de Polignac pour noter que le transfert de la consommation cérémonielle de viande des habitations individuelles au sanctuaire a représenté le véritable acte constitutif de la police grecque. Nous pourrions dire que c'est la présence d'Auguste à chaque fête dans l'imagination d'Horace et celle du commandement sénatorial selon Dion, qui est bien l'acte constitutif de l'Empire, transformant le monde romain en une fête d'Auguste. Si la période hellénistique permettait déjà aux élites de participer à distance à la distribution de viande à travers une sorte de réseau de foyers où on envoie la viande, les pièces de viande, même à très longue distance, pour donner aux grands chefs, aux rois, leur partie, les fêtes d'Horace franchissent un pas supplémentaire en les rendant virtuelles et universelles. On dirait maintenant the Cloud Capital, qui est accessible partout dans le monde, uni par Auguste, dans l'imagination, je veux dire, d'Horace. Et si John Scheid nous a aidés, dans ses murs même, à penser la manière dont Jules César, Tibère ou Trajan pouvaient distribuer de la viande à des centaines de milliers de participants, Horace étend son festin encore plus loin, aux millions d'habitants de l'Empire. Les deux dernières strophes du 4e livre transforment, pour mener vers notre fin, les longues fêtes qu'Horace appelait de ses vœux en une éternité quotidienne, une fête qui ne se lasse jamais. Ces poèmes commencent par décrire à César la réalité de ton temps. Ton temps, tua caesare aetas, la première mention d'un âge d'Auguste dans la littérature latine. Le temps d'Auguste que le livre de Florence Dupont fait si bien revivre est un festin sans fin, un banquet. On fait les jours de fête comme les jours profanes d'Horace, nous aurons un banquet. Les moralistes de l'ancien temps auraient désapprouvé le festin des jours ouvrables. Mais à l'époque d'Auguste, le repas quotidien nécessite une libation à Auguste et devient de ce fait un banquet. Plus précisément, il s'agit d'un banquet à la romaine, on le voit bien, avec des femmes, enfants et tout le monde pour boire les cadeaux du Liber Bacchus et chanter, comme le faisaient nos ancêtres, les exploits des héros d'Anchise le Troyen et d'Énée, l'enfant de Vénus. Le philosophe Philodème envisage le noble romain comme un roi homérique et recommande de réciter des poèmes homériques au cours du convivium. Ici, Horace reprend sa recommandation en les modifiant. Le chant quotidien éternel du monde sera le chant homérique de la fondation de Rome. Une combinaison du Carmen Saeculare d'Horace et de l'Énéide de Virgile. Le dernier poème du premier recueil lyrique d'Horace donnait aux odes d'Horace le même anniversaire que le plus ancien temple de Rome, celui de Jupiter Optimus Maximus. Sa dernière ode s'ouvre sur la restitution par Auguste des étendards de Rome volés aux Parthes à notre Jupiter, sans doute Optimus Maximus. Ici, nous sommes devant ce qu'on peut appeler, c'est bien, ici, c'est toujours ici, cet imperium sine fine, un empire sans borne, mais plutôt comme banquet.
le convivia sine fine, qui inclut pas simplement les Romains, même pas les Italiens, mais tout le monde de l'Empire romain, dans tout leur territoire. Ici, on chante ad maiorem augusti gloriam sans limite dans le temps ou l'espace, 2 fois par jour, tous les jours, ivre et sobre, en chantant et en parlant d'Auguste. Horace fait ici allusion à ce qu'un fragment pétronien, si bien analysé par Florence Dupont, rend explicite. Sed sic sine fine feriati, mais ainsi que nous le faisons en une fête sans fin, qu'anemus en cet âge d'Horace, de Virgile. Pour autant, pour conclure, cela reste le rêve d'Horace. Les laudas regia qu'Horace envisage ici ne font pas partie d'une manière strictement liturgique du culte public ou privé, bien qu'un jour, dans des circonstances très différentes, bien sûr, elles le feront, d'une manière que Ernst Kantorowicz a décrite de façon si obsédante et que Patrick Boucheron a évoquée dans ses murs ces dernières années. Et pourtant, les odes d'Horace transforment le convivium de sa poésie lyrique et hexamétrique en un rituel social, avec le magie de la mémoire grecque, leur Carmen replacé dans le contexte des rythmes, de la musique, les modes romains. Mais que faire d'un tel monde possible, qui n'est ni purement littéraire, ni purement rituel, mais qui combine et échappe aux possibilités de l'un et de l'autre? Que faire d'une littérature qui rêve de ce que Florence Dupont a si bien décrit comme des grandes fêtes consensuelles, mais d'une manière qui n'est pas toujours concrétisée dans la sociologie des institutions? L'ouverture du quatrième... c'est ça bien le défi qui pose depuis très longtemps Florence Dupont. Comment faire face dans la littérature romaine à ce qui est à la fois chaude et froide, recueilli et revivifié, tout à la fois vivant, mort, revenant, sans fin et sans origine? L'ouverture du quatrième ode, livre des odes d'Horace, fournit sinon une réponse, du moins une reformulation du problème. Une adresse à Vénus, qui reflète l'adresse à Aphrodite dans le premier poème de Sappho à paraître dans son édition alexandrine. Le poème, à la fois convivial et anti-convivial, se termine avec le poète rêvant de sa poursuite éternelle d'une bien-aimée qu'il ne peut jamais atteindre, se taisant entre ces mots éloquents, facunda inter verba. Comment concilier cette ouverture solitaire avec la conclusion consensuelle, universelle du livre? À cela, je dois moi-même répondre par mon propre silence respectueux, à part peut-être une prière partagée par tous les esprits conviviaux ici, à Florence Dupont, et aux instances métapersonnelles qui nous entourent dans ces salles, puisses-tu et les autres longtemps au bon chef assuré à l'esprit et à nous ces loisirs de fête. Merci.